Tu nais dans une ruelle poussiéreuse de Shiraz. Félicitations. Ton futur? Servir des hommes qui ne prononcent même pas ton nom correctement. Personne ne célèbre ta naissance, sauf ta mère qui t'enveloppe dans un tissu rêche et murmure qu'un jour tu deviendras scribe, ou marchand, ou peut-être poète si Allah est généreux. Ton père, lui, pense surtout à la dette qu'il doit payer au propriétaire du caravansérail. Et toi, tu respires le parfum du cumin, de la sueur et du regret sans encore comprendre que tu viens de perdre un jeu dont tu ne connais même pas les règles. Tu as 8 ans quand ton destin se brise pour la première fois. Une dispute, une dette, un marchand de passage trop souriant, c'est tout ce qu'il faut. On t'arrache des bras de ta mère, on te jette dans un sac comme un chevreau volé, et tu traverses des kilomètres sur le dos d'un chameau qui sent la poussière brûlée. Pendant des jours, tu vois défiler des oasis qui ne te concernent pas, des caravanes qui ne te regardent pas, et le visage de ton ravisseur qui n'a même pas la décence de se souvenir de ton prénom. Tu arrives enfin à Ispahan, la ville que les poètes décrivent comme un paradis sur terre. Et, techniquement, ils n'ont pas tort, les jardins sont luxuriants, les coupoles brillent sous le soleil, les bazars débordent d'épices et de soie. Mais toi, tu ne verras rien de tout cela. Toi, tu es vendu dans un district dont personne ne parle en public, les quartiers de plaisir, là où la musique est trop douce, le vin trop fort, et les hommes trop importants pour être contredits. On te lave, on te frotte, on te parfume. Pas par gentillesse, par nécessité. Les clients n'aiment pas que leurs serviteurs sentent la route. On taille tes cheveux, on t'apprend à sourire sans montrer les dents, et on te donne un nouveau nom parce que ton ancien appartenait à un enfant libre. Maintenant tu es Ghazal. Poétique, n'est-ce pas? Une ironie parfaite, car un ghazal, c'est un poème d'amour et dans cet endroit, l'amour est la seule chose que personne ne te donnera jamais. Tes journées commencent avant l'aube. Tu nettoies les tapis encore humides de la nuit précédente, tu changes les lampes à huile, tu ramasses les coupes de vin renversées par des mains impatientes. Tu apprends à reconnaître le pas de chaque client, celui qui donne de bonnes pièces, celui qui pince les joues, celui qui frappe quand le thé est trop chaud. On t'enseigne le silence comme d'autres apprennent la poésie. Tu dois glisser entre les rideaux comme un souffle, comme si tu n'avais ni corps ni pensée, juste des mains pour servir et des yeux pour ne rien voir. Dans les salles intérieures, les dames parfumées jouent du setar, les danseuses tournent comme des flammes, et toi, tu tiens un plateau trop lourd pour tes poignets fragiles. Les hommes te remarquent à peine, sauf quand ils sont ivres et que leur regard s'attarde trop longtemps. Certains te caressent la tête comme un animal docile. D'autres tirent ton bras pour que tu t'approches, pour vérifier si tu es utile à quelque chose. Ton maître te dit que tu dois sourire, toujours. Que c'est bon pour les affaires. Que ton inconfort n'a pas de valeur marchande. Tu dors dans une petite chambre derrière les cuisines, coincé entre les sacs de riz et les jarres de miel. Tu n'as pas de couverture propre, seulement le bruit constant des rires étouffés et des flûtes qui jouent jusqu'à l'aube. La ville respire la beauté, mais ton monde sent le charbon et la peur. Parfois, tu rêves que ta mère te cherche dans les marchés, qu'elle reconnaît ta voix à travers les portes de soie. Mais au réveil, il n'y a que la chaleur, la sueur, et tes mains déjà tremblantes de fatigue. À 10 ans, tu comprends enfin ton rôle. Tu n'es pas un domestique. Tu n'es pas un apprenti. Tu es un ornement. Un objet vivant. Quelque chose que les riches aiment regarder pendant qu'ils mangent, boivent, ou négocient des alliances qui décideront du sort d'autres garçons comme toi. On t'apprend à chanter doucement, à verser le vin en inclinant le poignet comme un danseur, à t'incliner juste assez bas pour paraître gracieux sans être vulgaire. C'est une science, et tu dois l'apprendre avant que quelqu'un ne se lasse de toi. Tu vois des scènes que personne ne devrait voir. Des marchands briser des verres sur des esclaves. Des soldats se vanter d'exécution comme on raconte des blagues. Des nobles se disputer l'honneur d'humilier un garçon qui n'a jamais demandé à exister. Tu apprends à détourner le regard avant que les coups ne pleuvent, mais parfois tu es trop lent. Et quand ça arrive, ton maître te rappelle que ta peau est son investissement et que tu dois faire attention à ne pas l'abîmer. Personne ne t'appelle jamais par ton nom. Ghazal, ce n'est pas un nom. C'est une fonction. Un soir, tu entends un client dire « Ils grandissent trop vite ». Après 15 ans, ils perdent leur charme. Tu comprends alors ce que tu n'avais jamais osé imaginer, tu n'as pas seulement été volé à ta famille. Tu as aussi été volé à ton propre futur. Tu te réveilles plus tard, mais rien n'a changé, la ville chante encore ses promesses au-dessus de tes épaules brisées. À 12 ans, ton corps commence à attirer des regards plus insistants. Les mains qui auparavant arrangeaient juste tes vêtements cherchent maintenant des excuses pour rester.
On t'apprend à feindre la retenue, à plier ton visage en une neutralité polie. On t'enseigne des sourires qui ne trouvent jamais tes yeux. On t'explique que certains plaisirs sont payants, littéralement, un gros plateau d'argent pour une nuit de silence, une bourse pour un secret, un poignard de consolation quand la densité de la honte devient trop lourde. Ton maître t'appelle, utile, quand un marchand te préfère à un autre garçon. Tu comprends la hiérarchie comme on lit un parchemin, chaque pièce brillante déplacera ta vie d'un fil, t'amenant parfois un bol de riz de plus, parfois une claque plus dure. Tu deviens habile à surveiller les regards, à placer les coussins juste au bon angle, à verser le vin sans renverser la promesse d'un sourire. Tes doigts, autrefois maladroits, savent maintenant cacher des messages dans les ourlets, glisser des anneaux dans des mains trop grandes, attraper une bourse et fermer la porte. La peur te façonne. Elle s'installe dans tes os comme un froid persistant. Le moindre bruit t'oblige à tendre l'oreille, le craquement d'un plancher indique une patrouille, un rire trop rauque est souvent le prélude d'une humiliation. Tu apprends les lois non écrites, ne jamais répondre quand on t'insulte, gagner des faveurs par des services insignifiants, accepter l'inacceptable pour un pain chaud. Tu apprends aussi que la compassion peut être une monnaie dangereuse, pleurer devant un maître, c'est inviter un regard curieux, sourire devant un client, c'est risquer un désir qui te fera payer cher. Parfois, un poète arrive, doux et plein de mots, tenant une lyre et des promesses. Il te récite des vers qui te font penser à l'air libre. Tu ne comprends pas encore que la poésie cache souvent un appât. Il t'offre des leçons de lecture, il te glisse des métaphores comme on glisse des doigts sur une corde d'instrument. Tu te sens flatté, apprendre est une échappatoire. Sauf que les leçons s'arrêtent parfois à la nuit, et le poète te regarde comme s'il avait la propriété de tes pensées. Tu l'acceptes, il te donne des mots, et les mots sont précieux ici. Mais la dette qu'il impose ne s'écrit pas sur un parchemin, elle s'inscrit dans ton corps. Tu te lies aussi, inexplicablement, à un autre garçon, plus âgé, aux épaules larges et aux mains qui sentent la résine. Il s'appelle Farid et il a été vendu plus jeune que toi. Il sait sourire sans lâcher une faille. Ses yeux sont des archives, ils ont vu des voyages, des brûlures, des ruses. Quand il te parle, il parle d'économie secrète, de routes sûres, d'un possible avenir. Il te montre comment dissimuler une pièce sous la semelle, comment prétendre dormir pendant une inspection. Tu le envies autant que tu le respectes. Parfois, il t'enseigne à voler du sucre sans que le cuisinier s'en aperçoive, parfois, il te protège quand un vizir s'énerve et cherche un garçon à humilier. Avec lui, tu goûtes une complicité qui ressemble à une liberté empruntée. Mais les privilèges sont fragiles. Quand un noble jaloux te remarque, il invente un prétexte, une robe froissée, un regard mal placé, une phrase trop belle. Les recours sont rares. Le maître peut vendre ta faute à des gens plus puissants, ou simplement te punir pour montrer qu'il gouverne. La punition n'est jamais seulement physique. On t'enferme des jours dans une pièce sans lumière, on te force à écouter les mêmes chants jusqu'à t'enfoncer dans la folie, on te prive de pain jusqu'à ce que tu rêves de ce qui était autrefois une simple miche. Tu apprends à encaisser, car pleurer est un luxe que l'on exploite. Ton adolescence se déroule contre un fond de rivalité entre maisons de plaisir. Les propriétaires s'espionnent, s'échangent des listes, et chantent des chansons de rumeurs pour écouler des garçons nouveaux. Une maison promet des maris silencieux, une autre vend la compagnie des lettrés. Tu deviens un produit sophistiqué, on t'oblige à apprendre des poèmes, des instruments, des citations tirées des grands savants, car un client préfère le garçon qui sait verser du vin en récitant un vers de Hafez. Le savoir, ironie cruelle, augmente ta valeur et ta vulnérabilité, plus tu brilles, plus tu attires les regards, plus on te convoite pour autre chose que ton service. La peur se transforme en cynisme. Tu dis des choses que tu ne penses pas parce que chaque phrase peut être notée. Tu mens sur ton passé pour te rendre moins intéressant, une famille moins noble, une enfance plus pauvre parce que la pitié est parfois moins dangereuse que l'admiration. Tu commences à compter tes jours en saison plutôt qu'en années. Tu observes les plus âgés, ceux qui survivent, et tu vois les signes, leur regard s'est durci, leur rire s'est raréfié, leurs mains sont marquées comme des parchemins trop lus. Ils ont appris à se faire oublier et à exister comme des ombres lucratives. Un soir, Farid disparaît. On raconte qu'il a fui, mais tu sais mieux, il a essayé de s'enfuir, il a pris le chemin de la crainte et la crainte l'a rattrapé. Les rumeurs disent qu'il a été attrapé par des brigands ou vendu au diwan de la garnison, d'autres murmurent qu'il a été puni pour avoir désiré une femme d'une maison rivale. Ton maître te regarde d'un air différent après cela, il te voit moins comme un outil et plus comme une potentialité dangereuse. Il passe davantage de temps à vérifier tes poches, à écouter tes chants, à sonder tes sourires.
tu deviens la cible d'un nouveau calcul. À 16 ans, tu attends la sentence que tu pressentais depuis ton enfance, le déclin. Les clients veulent des jeunes, des nouveaux, des corps qui promettent encore l'émerveillement. On commence à trouver de nouveaux garçons dans les caravansérails, de nouvelles marchandises arrivent, fraîches, parfaites. On te déplace d'une chambre lumineuse vers une plus petite, tu reçois moins d'invitations, on te confie davantage de tâches que de nuit. La chambre qui fut un luxe devient une prison et la nourriture, un rationnement. Mais parfois, l'ironie frappe, une nuit, un vizir âgé te remarque pour une qualité que tu croyais perdue, la mémoire des poèmes. Il t'engage pour réciter des vers lors d'un dîner, et ta voix remplit la salle. Les hommes se taisent. Pour un instant, tu n'es ni propriété ni marchandise, tu es une voix. Tu sens que la pièce entière retient son souffle. Il te regarde autrement. Ce regard te nourrit et te tue en même temps, tu sais que cette faveur est précaire, tu sais qu'elle attire aussi des jalousies mortelles. Tu as appris à survivre en faisant ce que tu pouvais avec ce qu'on t'a pris. Tu as appris la ruse, la patience, la contorsion morale. Tu es devenu un artisan de ta propre invisibilité, un maître des petites choses qui permettent aux puissants de rester grands. Et tu sais, tragiquement, que dans ce monde, être utile est souvent une condamnation lente, on te chérit tant que tu rapportes. Le jour où tu ne rapporteras plus, on te jettera comme une vieille étoffe. Tu regardes la ville par une lucarne. Les jardins brillent au loin, et la lumière s'y joue comme si elle ne devait jamais frapper tes os. Tu caresses du bout des doigts un vieux billet que Farid t'avait donné, une pièce cachée dans une semelle, assez pour payer un voyage, pour couvrir une fuite. Elle brille, faible, irrégulière, et tu penses à la mer, à la poussière qui pourrait te recouvrir, à un nouveau nom que personne ne connaîtrait. Mais fuir, tu l'as appris, n'est jamais gratuit. Tu attends encore un peu, espérant que le destin t'oublie, mais le destin, dans les quartiers de plaisir, ne pardonne jamais. À 18 ans, ton visage perd la rondeur de l'enfance et prend la dureté d'un garçon trop tôt vieilli. Les domestiques murmurent que tu as passé l'âge. Les clients te regardent moins. Ton maître, lui, calcule déjà ce qu'il pourra gagner en te vendant à une maison plus modeste ou à un caravansérail qui n'exige pas de beauté mais de bras solides. Comme si ces bras n'avaient servi que des coupes et des secrets. Mais une nuit, tout bascule. La maison accueille un prince du Khorasan, jeune, beau, arrogant, qui veut être diverti par ce que la ville offre de plus exquis. On nettoie les tapis 3 fois, on remplace les lampes par des lanternes d'ambre, on parfume les rideaux de rose et de safran. On aligne les garçons comme des étoffes humaines. Toi, tu te tiens au bout de la ligne, invisible, déjà presque relégué au rôle de serveur. Pourtant, le prince te regarde. Pas longuement, pas intensément, juste assez pour que ton maître comprenne que tu peux encore rapporter quelque chose. On t'ordonne d'approcher, de verser le vin, de sourire comme au premier jour. Le prince t'interroge, tu chantes? Tu danses? Tu récites? Tu récites quelques vers. Ta voix tremble. Pas par timidité, par fatigue. Mais il écoute, et dans le silence qui suit, ton cœur bat trop fort. Celui-ci, dit-il, gardez-le près de moi ce soir. Tu sais ce que cela signifie. Le maître aussi. On te prépare, on t'habille de soie claire, on te donne un foulard léger, on te parfume comme une offrande. Les minutes qui suivent ne sont qu'un long glissement vers une humiliation que tu connais trop bien, sauf que cette nuit, un souffle change tout. Quand tu sers le prince, un ivrogne jaloux renverse le plateau sur toi. Le vin te brûle la peau, les coupes tombent, le silence se fend en deux. Tu bondis pour t'excuser, mais l'homme saisit ton poignet et insulte ton maître. En temps normal, tu te serais baissé. Tu aurais dit pardon, même pour une faute qui n'était pas la tienne. Mais ce soir-là, tu fais une chose interdite, tu recules. Un simple pas. Mais un pas trop audacieux pour un garçon des quartiers de plaisir. Le client te gifle. Le prince regarde. Tout le monde retient son souffle. Et ton maître, craignant de perdre le prince, ordonne calmement. Punissez-le. Punir signifiera plus que des coups. Tu le sais. Tout le monde le sait. On ne punit pas un garçon devant un prince pour une faute. On le punit pour montrer sa docilité. Pour prouver que la maison obéit. On t'entraîne vers une pièce latérale. 2 hommes te tiennent, une corde déjà prête. Ta gorge se serre. Ce n'est pas la douleur qui te terrifie, c'est la disparition. Tu te vois déjà réduit à un objet cassé vendu aux écuries, ou pire, à un maître solitaire qui te punira à huis clos jusqu'à ce que ton nom s'efface.
Mais le prince intervient. Assez, dit-il simplement. Le mot est court mais il coupe la scène nette. Les hommes te lâchent. Tu tombes à genoux. Le maître sourit, humble, servile. Le prince, pardonnez-le, c'est un garçon insolent parfois. Je veux le prendre dans ma suite, répond-il. Et tout change une fois encore. Tu deviens propriété d'un autre homme. Il paye ton maître une somme qu'aucune vie ne vaut. Et tu pars avec lui, escorté par des soldats, à travers les rues parfumées d'Ispahan. Tu crois à une chance. Tu crois à une sortie. Mais les princes ne sauvent jamais. Ils collectionnent. Dans sa suite, tu n'es pas mieux traité. Tu es un divertissement portable, un luxe exotique. Un poème vivant. Et les poèmes ne décident jamais de leur fin. Pendant des mois, tu suis le prince dans ses déplacements, vivant entre le velours et les menaces, un éclat de rire aujourd'hui, une gifle demain, un bijou offert pour te faire taire, un ordre murmuré pour te rappeler ton statut. Mais le vrai danger n'est pas le prince. C'est son entourage. Un vizir de sa cour, envieux de l'attention que tu reçois, complote pour te faire disparaître. Il accuse le prince d'être distrait par toi. D'autres nobles se moquent. Le prince, irritable, se lasse. Et toi, tu redeviens une charge, une ombre encombrante. Un soir, le vizir te convoque sous prétexte d'une leçon de lecture. Tu arrives. La pièce est vide. Il sourit. L'odeur de myrrhe brûle. Tu sais que tu ne sortiras pas indemne. Il t'accuse de voler des bijoux. De trahir ton maître. De fomenter ta fuite. Tout est faux, bien sûr. Mais il n'a pas besoin de vérité, dans ce monde, la parole d'un puissant est une corde déjà passée autour de ton cou. Tu comprends ce qui va suivre puis une chose inattendue arrive. Le prince entre. Il écoute, patiemment, les accusations. Il te regarde. Longtemps. Puis, avec un soupir las, il dit. Assez. Cela devient ridicule. J'en ai assez de ce garçon. Vendez-le. Donnez-le à qui le veut. Je m'en moque. Et c'est ainsi que ton destin se brise une deuxième fois. Tu es vendu à une caravane traversant le désert. Pas comme serviteur de luxe. Pas comme amuseur. Comme simple porteur. Un garçon oublié, marchandé pour presque rien, déplacé comme une sandale usée. Le désert t'accueille avec sa vérité simple, personne ici ne veut te posséder. Tu es trop maigre, trop fragile, trop marqué par la ville. On te laisse marcher, porter, nourrir les bêtes. Tu dors sous les étoiles, libre pour la première fois mais ta liberté ressemble à une punition. Les nuits sont froides, les journées brûlantes. La caravane avance. Et toi, tu te reconstruis dans le silence. Un soir, alors que le soleil se couche derrière les dunes, tu comprends enfin ce que Farid voulait dire quand il parlait d'un avenir, ce n'est pas une promesse. C'est une direction. Une marche lente. Un pas après l'autre. Vers un endroit où personne ne connaît ton nom, où tu pourras peut-être choisir qui tu veux devenir. Tu t'assieds dans le sable, le vent tiède passant sur ton visage. Tu n'es plus Ghazal. Tu n'es plus un garçon de plaisir. Tu n'es plus un produit. Tu es juste un être humain. Fatigué. Cassé. Mais debout. Et dans le silence infini du désert, tu réalises la vérité la plus cruelle et la plus libératrice. Personne ne se souviendra de toi. Personne ne racontera ton histoire. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Parce que pour la première fois, l'oubli t'appartient.